Il est 13 h sur les antennes de BF1. Au sommaire de ce journal, le ministère en charge des infrastructures fait le bilan sur les routes et ponts qui ont été endommagés ces derniers mois sur plusieurs tronçons dans le pays. De Hérédougou à Takele-Dougou en passant par Tarpila, la circulation a été perturbée des jours durant. Ces infrastructures ont été réparées et remises à niveau. Mais les principales raisons de leur dégradation ne sont pas forcément liées à la qualité des ouvrages. De l'avis des experts du dit ministère, vous les entendrez tout à l'heure. De la violence verbale, la violence physique, les brimades, les viols, les discriminations, autant de stigmates portés par plusieurs femmes et filles au Burkina Faso. Stop aux violences basées sur le genre, c'est la campagne lancée par Initiative Panantougri pour le bien-être de la femme. Une campagne de 16 jours d'activisme pour sensibiliser les femmes et les jeunes filles sur ces questions et leur apprendre à se défendre. C'est le coût de la riposte. On voit les détails dans un instant. C'était les titres. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. C'est une rencontre bilan qui porte sur la dégradation des routes ces derniers mois dans 3 régions du Burkina Faso. Elle est menée par le ministère en charge des infrastructures devant la presse nationale. Hier mardi, vous vous rappelez sans doute, les eaux avaient pratiquement emporté sur le passage des ouvrages à Hérédougou, Tarfila, Takele-Dougou, encore à Bama. De concert avec le génie militaire, ces infrastructures ont été réparées. Mais alors, question, les fortes précipitations sont-elles uniquement à la base de ces dégradations? Que faire pour les prévenir? Toutes les explications avec Mamounata Kabore. Le réseau routier burkinabé a été fortement éprouvé dans son ensemble cette année. L'impact est fortement ressenti dans le Grand Ouest avec notamment la submersion à répétition de l'ouvrage de Hérédougou sur la section Boromopa de la RN1 et la submersion de la RN14 à la sortie de Dédougou. Outre la région de la boucle du Mouhoun, dans le top 3 des régions éprouvées, la région des Cascades et des Hauts-Bassins, qui elles aussi ont connu respectivement les départs des blocs de l'ouvrage de Tarfila, l'érosion des talus des chaussées sur la RN7 à Takale-Dougou et l'effondrement partiel de l'ouvrage de Bama sur la RN9. À ces problèmes de voirie, les techniciens du ministère en charge des infrastructures ont dû développer des solutions pour permettre la continuité du trafic routier. Au niveau des Takele-Dougou, on a reconstitué donc le talus et on a procédé donc à la protection avec le péril mentionné. Là, il s'agit donc de poutres hybrides qui étaient en cours donc de montage sur le pont de Tarfila. Cette intervention nous a permis également de sauver l'étape, la 5e étape du Tour du Faso, entre Bourou-du-Lasso et puis Banfoura. Le coût des ouvrages, DGL a dit que ce n'est pas très évident de les évaluer parce qu'il y a plusieurs apports, mais les ouvrages elles-mêmes ont coûté. Voilà, les ponts unibriques que nous avons acquis nous ont coûté à peu près 600 millions. Autant de routes dégradées qui ont dû mobiliser le génie militaire et les techniciens du département de tutelle pour leur réhabilitation. Cette conférence de presse bilan était donc l'occasion pour les techniciens des routes d'insister sur les causes des dégradations. Loin d'être le fruit d'un travail mal exécuté, elle reflète le plus souvent l'impact des changements climatiques, mais aussi et surtout l'action de l'homme. Même un pont que vous construisez, vous faites des calculs de charge, vous allez dire c'est des camions de tel tonnage qui doivent passer dessus. Parce que derrière, si je dis que je vais supporter 100 tonnes, la qualité du béton que je mets n'est pas la même chose que si je dis que je vais supporter 200 tonnes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tous ces choix-là sont faits et derrière une réglementation est mise en place justement pour s'assurer que ce que nous avons prévu qui doit passer sur l'ouvrage, c'est ce qui va vraiment passer. Mais là aussi, il faut que les usagers soient respectés. Si la police n'est pas là la nuit, le bonhomme il vient, il passe avec une charge qui est très élevée. Séance tenante, ça ne va pas créer de problème, mais il a laissé une trace de fatigue, la mémoire. C'est-à-dire que l'ouvrage l'a mémorisé. Au fil du temps, le cycle qui devait peut-être plus long va être réduit. Outre les opérations d'entretien d'urgence, des actions de rétablissement à court, moyen et long terme
sont en cours ou en attente de démarrage, notamment le programme d'entretien courant du réseau routier de l'année 2024 estimé à plus de 23 milliards de francs CFA et les travaux d'entretien périodique des routes nationales numéro 4 et 3 à Zignaré et à Kaya. Que ce soit à Kaya, à Zignaré ou dans les autres chefs-lieux de région, il y a une représentation des entités de l'État. Dans ces localités, il y a également des programmes et projets qui sont exécutés. La Cour des comptes, dans sa mission à mener des audits dans ces entités, il a été révélé des irrégularités par endroit et des notes satisfaisantes pour d'autres. Tout ceci a été compilé dans un rapport, lequel rapport annuel a été remis au chef de l'État hier à la présidence du Faso. Je vous propose d'écouter Latin Poda, il est le premier président de la Cour des comptes. Alors, au titre des collectivités territoriales, bien sûr, nous avons fait des audits au niveau des collectivités territoriales, particulièrement sur le Fonds minier de développement local, où nous avons détecté des insuffisances dans la gestion du Fonds minier de développement local et dans la gestion des cantines scolaires. Voilà, nous avons fait des recommandations pour voir dans quelle mesure cela pouvait être amélioré. Vous verrez dans les rapports publics, vous verrez des images qui ont été prises pour montrer comment les cantines scolaires sont gérées au niveau de nos communes. Un autre rapport, cette fois remis au Premier ministre, avec cette question que nous posons: que pensent les citoyens burkinabés sur la mise en œuvre des politiques publiques? La question a été justement posée par le Conseil national des organisations de la société civile. Les avis recueillis, synthétisés, ont été consignés dans le rapport alternatif sur les perceptions des populations sur les politiques publiques. Il permet de faire des recommandations aux dirigeants en matière de gouvernance et il est porté par le projet Face aux Veilles, une initiative qui a pour objectif le suivi, l'influence des politiques publiques par les organisations de la société civile. Arsène Konitamé. Le document, ici remis par le président du Conseil national des organisations de la société civile au directeur de cabinet du Premier ministre, c'est le rapport alternatif 2023 du projet Face aux Veilles. Ce rapport alternatif est une production présentant les avis des citoyens sur la mise en œuvre des politiques publiques. Les organisations membres ont travaillé sur 4 piliers, dont la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité territoriale. Ce rapport a permis de noter que les citoyens se sont globalement mobilisés et suite à l'appel des autorités publiques pour participer à l'effort collectif en vue de libérer le pays. Les efforts doivent être maintenus, et notamment dans l'encadrement des volontaires pour la défense de la patrie. Ils ne sont pas des professionnels, mais qui sont des volontaires. Il y a beaucoup de flux financiers qui circulent, qui se passent dans les réseaux informels. Et nous pensons que si l'État met davantage l'accent sur cet aspect, il peut mieux réussir à contrôler les transferts de flux financiers, et cela va contribuer aussi à assécher, j'allais dire, le financement du terrorisme. Le rapport alternatif fait également ressortir que les autres piliers comme la refondation de l'État, l'amélioration de la gouvernance et enfin la réconciliation nationale n'ont pas connu autant d'investissements que le secteur sécuritaire. Mais pour les rédacteurs du rapport, c'est une situation qui s'explique. C'était un aspect, un effet, une répercussion de la crise sécuritaire sur l'efficacité des politiques de développement. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas se développer sans sécurité. Donc aujourd'hui, nous consentons quand même qu'on puisse déployer assez de moyens pour sécuriser le territoire et conquérir le territoire national, mais aussi mener des actions de développement parallèlement. Et une fois qu'on aura sécurisé quand même le territoire national, on pourra passer à un développement beaucoup plus accéléré, beaucoup plus rapide, pour permettre aux populations, en tout cas, de vivre dignement. Le projet Face aux Veilles a une durée de 4 ans et est mis en œuvre sur la période 2022-2026. L'Union européenne et la Confédération suisse en sont les partenaires techniques et financiers. Dans les communes rurales comme urbaines au Burkina Faso, s'il y a bien une problématique qui est encore d'actualité depuis des années, c'est la question foncière. Elle est source de conflits et d'incompréhension à divers niveaux. Les propositions de solutions pour juguler définitivement le problème ne manquent pas. La plateforme nationale multi-acteurs sur le foncier rural au Burkina Faso
vient aussi avec son idée en lançant la 2e édition des Journées nationales d'action sur le foncier. Il s'agit clairement de susciter des réflexions à même de contribuer à la mise en œuvre du droit à l'alimentation par la sécurisation foncière des exploitants agricoles à petite échelle. La suite avec Archimède Boy. La politique nationale de sécurisation foncière dans un contexte de crise sécuritaire et de changement climatique. La thématique anime les échanges de cette 2e édition des Journées nationales d'action sur le foncier. Initiée par la PEMAF, plateforme nationale multi-acteurs sur le foncier rural au Burkina Faso, ce thème reflète les défis complexes auxquels le pays fait face, selon le représentant du ministre en charge de l'agriculture. Aujourd'hui, des milliers de familles sont contraintes de quitter leurs terres. Des tensions naissent autour de l'accès aux ressources et la pression sur les terres fertiles augmente. À cela s'ajoute l'impact croissant du changement climatique qui perturbe les cycles agricoles, fragilise les droits fonciers, dégrade nos sols et réduit la disponibilité aux ressources en eau. Ces défis ne sont pas abstraits. Ils touchent directement nos agriculteurs, nos éleveurs, nos pêcheurs et nos communautés rurales. Ce sont leurs voix que nous devons entendre aujourd'hui et c'est pour eux que nous devons agir. Dans un pays où les crises foncières sont récurrentes, la PEMAF, en posant le débat, veut ainsi contribuer à la réalisation du droit à l'alimentation par la sécurisation foncière des exploitants agricoles à petite échelle. Nous sommes très contents de voir que les lignes bougent énormément. Vous êtes sans savoir que, par exemple, la loi sur la relation agraire et foncière est déjà en phase de relecture, en tenant compte aussi des apports que nous avons faits. Et également, il y a, comment on appelle ça, la loi sur la promotion immobilière. Vous savez que ça également, ça a été réélu. Et donc, avec aussi notre petite modeste contribution, c'est important. C'est important, je crois qu'il ne faut pas le négliger. Et je pense que la première édition, nous avons mis l'accent sur ça. Et cette fois-ci, nous sommes en train de voir comment est-ce que prendre en compte les questions sécuritaires, comment prendre en compte les questions de la femme. Pour cette activité soutenue par l'ensemble de ses partenaires, la PEMAF entend organiser des visites terrain pour voir des modèles réussis de sécurisation des droits fonciers des femmes à Yaïka, commune rurale de Boudri, dans le plateau central. Et les femmes de Boudri, de Bobo-Dioulasso, de Waïgouya ou de Ouagadougou, de même que celles des autres pays à travers le monde, subissent des violences. Dans le monde, justement, près d'une femme sur 3 subit au moins une fois des violences sexuelles et ou physiques de la part d'un partenaire intime. Pour mettre fin à ce thème, à ce phénomène, au Burkina Faso, il a été donc lancé hier la campagne 2024 des 16 jours d'activisme contre les VBG à l'égard des femmes et des filles. La campagne est portée par l'IPBF, Initiative Panantougri pour le bien-être de la femme. Il sera question au cours de cette dizaine de jours de sensibiliser la gente féminine sur toutes ces formes de violence à leur égard. Plus de précisions avec Elisabeth Zundi, elle est la responsable des programmes à l'IPBF. Et cette année, l'accent est mis sur les mesures de riposte et de reconstruction à l'endroit des survivants des VBG. Et sur le plan national, le thème qui a été choisi cette année, c'est la lutte contre les violences basées sur le genre dans le contexte sécuritaire, place et rôle des hommes. Au Burkina Faso, comme vous le savez si bien, qui est marqué par le contexte sécuritaire, et nous constatons que les violences, c'est plus sur les violences sexuelles, les harcèlements au niveau de l'Internet, au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux. Et sur le contexte sécuritaire, il y a les viols. Et ce sont des cas de violence, de discrimination aussi à l'égard des jeunes filles et des jeunes femmes. Sur les sites d'accueil, nous avons pas mal de violences rencontrées également.
Durant cette campagne, nous prévoyons des campagnes de sensibilisation, des campagnes digitales de sensibilisation pour toucher le maximum de personnes et pour sensibiliser et interpeller l'opinion publique. Nous avons prévu également un ciné-débat qui va porter sur les violences et nous avons également prévu un talk show féministe où des spécialistes vont discuter et débattre également sur les questions de violence au Burkina Faso et comment mettre en place des systèmes de riposte et comment apporter un soutien aux survivants de VBG qui sont vraiment dans le besoin. On reste encore dans l'univers des femmes et c'est ce qui nous conduit dans la page entretien de ce 13h. Nous recevons pour vous Bernadette Dao, promotrice et présidente de l'association Modèle. Avec elle, nous parlons de la 2e édition des Journées du Livre Modèle. Bernadette Dao, bonsoir et bienvenue au 13h de BFM. Bonsoir et merci de nous recevoir. Très bien. Alors, Bernadette Dao, la 2e édition des Journées du Livre Modèle, c'est du 27 au 30 novembre 2024 à l'Institut Goethe, ici même à Ouagadougou. Mais avant de revenir sur l'objectif majeur de ces journées-là, je veux quand même qu'on s'attarde un peu sur l'orthographe. Oui. Alors, on a vu le mot « mot » qui fait référence au terme « mot » et puis il y a le pronom « elle » qui fait référence justement à la 3e personne du pluriel. Et quand on combine tout ça, ça donne « modèle ». Comment vous expliquez ça? Bon, c'est que c'est effectivement des mots, des propos, des paroles d'elle, parce que nous sommes une association d'écrivaines. Nous sommes toutes des femmes dans notre association d'écrivaines. Et voilà, c'est des mots de nous, quoi. Mais on ne pouvait pas dire mots de nous, ça ne faisait pas très joli. Et puis, modèle, on peut faire facilement un petit jeu de mots et parler de modèle. Pas que nous voulons être des modèles, mais parce que nous voulons que nos écrits permettent d'avoir des repères qui peuvent être des repères de modèles pour notre lectorat. Alors, Bernadette Dao, dites-nous, est-ce parce que vous avez constaté que les Burkinabés, dans leur grande majorité, n'aiment pas beaucoup lire que vous avez justement initié ces journées modèles? Oui, bon, en partie, oui, mais surtout parce que nous devons, nous aussi, en tant qu'écrivains, contribuer à la création de tribunes de promotion de nos écrits. Parce que le ministère a créé la Philo, a créé la SNC, a créé des tribunes de promotion. Il y a d'autres tribunes privées de promotion des livres, de l'écrit, de la lecture. C'est juste une contribution de notre part à cela, à ce nécessaire, cet indispensable travail de promotion des livres qui sont écrits par nos auteurs et puis qui doivent être consommés par notre lectorat. Vous êtes écrivaine et avec vous, il y en a plusieurs autres. Généralement, quelles sont les thématiques que vous abordez dans ces différents livres-là? Bon, ça, c'est le genre de questions auxquelles je réponds toujours difficilement. On aborde un peu du tout, mais du social, du politique, voilà. C'est en même temps ludique, pédagogique, et voilà. Ce que je recommande toujours à ce propos, c'est d'inviter les gens à nous lire, vous découvrirez. Sinon, si on vous dit, on écrit sur telle chose et telle autre chose, et que, en définitive, vous lisez avec un regard qui ne trouve pas forcément cela, comme vous y attendiez, peut-être qu'il peut y avoir, peut-être pas de déception, mais en tout cas d'incompréhension quelque part. C'est ça. Donc, je dis toujours, peut-être éviter de demander aux auteurs sur quoi est-ce qu'ils écrivent. Lisez. Ça peut être des inspirations voilà. Aussi de la vie au quotidien. Parce que de toutes les façons, les sources d'inspiration, il y en a tellement autour de nous. Notre pays, le social qui est autour de nous, bref, le beau et le moins beau, le rude comme le doux. Toutes ces choses-là sont autour de nous, ça nous touche, ça nous parle. Vous qui êtes assis, c'est pareil, vous vous émerveillez devant des choses, peut-être vous ne l'exprimez pas de la même façon que nous, c'est tout. Ou alors vous êtes absolument atterré ou attristé par des choses et vous ne l'exprimez pas comme nous, c'est tout. C'est de cela qu'il s'agit. D'accord. Voilà. Alors, de quoi il sera question durant ces 72 heures-là? Oui, effectivement, merci, c'est vraiment une opportunité extraordinaire que vous nous offrez
là de parler de cette exposition. Nous l'avons initiée l'année dernière. La première édition a eu lieu au mois d'octobre, du 5 au 7 octobre 2023. Et nous avions eu l'immense privilège que notre ministre est venu assurer lui-même l'ouverture de l'édition. Notre parrain, qui était à cette période le PDG des éditions Le Pays, nous a également fait l'honneur d'être là lui-même. Cette année, c'est la 2e édition et puis ça va donc porter sur le thème des valeurs familiales et du vivre ensemble dans un contexte en mutation. C'est ça le thème général pour attirer un peu l'attention sur ces questions-là. J'écoutais tout à l'heure les personnes qui parlaient avant moi, ils parlaient de VBG, violence basée sur le genre. C'était justement notre premier thème. Et puis, réflexion dans les contacts avec les uns et les autres, les partenaires, nous nous sommes rendus compte que c'était un thème assez sensible et qu'il fallait manipuler avec beaucoup de précautions. Alors nous avons, avec le dialogue ici et là, modulé un peu les choses pour parler de valeurs familiales et de vivre ensemble, dans lequel thème de toutes les façons on devrait retrouver à un niveau ou à un autre ces sujets de rapport dans les familles, pas forcément de violence, mais de rapport dans les familles. Donc c'est ça le thème. L'exposition dure. L'exposition, on a à peu près 25 exposants qui sont là. Donc vraiment cette année, nous sommes très encouragés. Et puis, uniquement des Burkinabés ou ils sont venus un peu plus il y a partout? il y a des éditeurs, des écrivains. Je crois qu'il y a l'un ou l'autre. Mais nous-mêmes faisons venir deux auteurs. Féminine, évidemment, auteur, les gens disent autrice, j'aime pas ce mot, auteur. Mais on parle bien sûr de modèle, peut-être que ça doit beaucoup plus coller avec... Donc, voilà, qui viendront du Mali et du Niger. Alors, c'est pour élargir un peu le débat à ces pays-là. Et puis, donc, il y a l'exposition de livres tous les 3 jours durant. L'exposition se met en place aujourd'hui, les 3 jours durant. De 8h à 18h, elle se déroule. Maintenant, nous avons des panels et des conférences autour du thème. Voilà. La conférence inaugurale du moins, étant donnée par le ministère en charge du genre, qui va camper le décor avec la vision institutionnelle sur le thème. Puis viendront d'autres conférences et panels tous les jours durant. Alors, loin de développer tout cela, je voulais quand même, vous l'avez effleuré un peu la question, je voulais quand même qu'on revienne un peu là-dessus. On parle bien sûr de promotion du livre, écrit bien sûr par des femmes, mais vous nous mettez un point d'honneur sur la valeur familiale et le vivre ensemble. C'est un élément très important pour vous en tant qu'écrivaine. J'imagine, oui, pour nous tous. Je vous dis, la famille, c'est le lieu de référence, le lieu de départ où tout doit être cultivé dans le citoyen que l'on veut voir évoluer, je crois, sur la scène nationale et aussi internationale. C'est là que les valeurs, certaines valeurs doivent être inculquées aux enfants, que certaines choses doivent être négociées de façon à ce que la personne qui va sur la scène publique, enfin, elle est nantie de ce que nous voulons qu'elle ait comme contribution au monde. Donc les valeurs familiales, c'est essentiel. Vous parlez justement de valeurs, c'est aussi sans doute l'occasion pour les familles, pourquoi pas, de donner le déclic aux enfants pour apprendre à lire. C'est bien cela. Et puis, on a comme le sentiment aujourd'hui que justement ces choses-là s'effritent un tout petit peu, que les gens n'ont peut-être pas toujours, ne prennent pas, je ne dirais pas n'ont pas le temps, mais ne prennent pas ce temps-là pour essayer de construire des choses qui doivent passer. Et les enfants eux-mêmes ne sont pas forcément réceptifs, ou alors s'ils le sont, il faut compter aussi avec leur propre apport, ce qui est normal. Mais enfin, bref, il y a un dialogue qui doit s'instaurer et duquel dialogue doivent émerger des valeurs qui portent nos citoyens, qui nous portent dans le monde, dans nos rapports avec
avec tout ce qui se passe autour de nous. Quant au vivre ensemble, ben, sans vivre ensemble, rien n'est possible. Et ça commence au sein de la famille. Il y a des membres d'une même famille qui ne se parlent pas, qui sont dos à dos, à bien plus forte raison, plus loin. Alors, ça va ensemble à notre avis. C'est ça, on va terminer cet entretien avec quelques conditions. Y a-t-il des conditions pour prendre part à ces journées-là? Pas vraiment, parce que nous avons eu l'immense chance que l'Institut Goethe nous offre gratuitement son espace. Alors nous, on ne va pas faire payer un espace qu'on nous offre gratuitement. Les gens, on avait ouvert les inscriptions pour avoir une petite table que nous appelons des stands, qui en sont jusqu'à un certain temps avant l'ouverture. C'est juste ça, il faut venir avec vos livres, il faut participer, il faut être là avec nous, participer aux débats qui vont s'instaurer autour des différentes conférences et des différents panels. C'est ce que nous demandons, être dans le mouvement, être avec nous, être de communion de cœur et d'esprit et d'objectif avec nous, parce que le thème, c'est vraiment un objectif pour nous. D'accord, donc tout le monde est donc attendu à l'Institut Goethe, c'est bien ça? À l'Institut Goethe, l'ouverture, c'est demain à 10h sous la présidence de notre ministère. Et notre parrain, cette fois-ci, c'est le ministre Sango, Abdoul Karim Sango. L'ancien ministre de la Culture. De la Culture, ils seront tous là et tous nos partenaires autour de nous. Bernadette Dao, ça sera tout pour cet entretien. Merci à vous d'être passé. Oui, merci beaucoup. Merci pour le Bernadette Dao. Comme vous le savez, je prends toujours le soin de préciser que je suis Madame Sanou Bernadette, née Dao. Je pense que c'est très important tout de même de préciser cela. Encore merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà. Vous êtes donc la présidente de l'association Modèle. Avec vous, on a évoqué la deuxième édition des journées du livre Modèle qui démarre donc du 27 au 30 novembre prochain. Vous restez donc avec nous pour la suite de ce journal. Et direction Bobo Dioulasso à la direction régionale de l'Ouest de la télévision BF1. Là-bas, une équipe du service d'information du gouvernement a effectué une visite de courtoisie. Le SIG est allé donc échanger avec les journalistes sur les conditions du travail et les contraintes auxquelles ils font face au quotidien dans le traitement de l'information dans un contexte de crise sécuritaire. Compte rendu Franck Ismaël Koudou, Faridatou Traoré et Madid Bakouan. Une délégation du service d'information du gouvernement dans les locaux de la direction régionale de BF1 Ouest. Avec à sa tête le premier responsable, la délégation du SIG est venue encourager le personnel pour son professionnalisme dans le traitement de l'information. Il était également question d'inviter le média à mener à bien sa mission d'information et de sensibilisation dans ce contexte d'insécurité au Burkina Faso. Dans cet environnement de questionnement sur la pratique professionnelle des journalistes auquel vous êtes confrontés, il est important qu'effectivement les acteurs de la communication publique que nous sommes, que nous puissions véritablement donc trouver les voies et moyens de raffermir donc notre collaboration et faire en sorte qu'effectivement vous puissiez avoir à disposition des informations qui sont crédibles et que vous puissiez jouer fondamentalement ce rôle de médiateur qui est le vôtre entre la société civile, les populations et l'État. Les médias restent des acteurs incontournables pour l'implémentation d'une communication gouvernementale de qualité. Un honneur pour l'ensemble du personnel de BF1 Ouest de recevoir la délégation du SIG. Nous sommes satisfaits de cette visite parce qu'on a eu à prendre des suggestions, des recommandations de la part de ce détachement qui est venu en tout cas nous rendre visite, toujours dans notre posture professionnelle, jouer et de toujours répondre davantage aux attentes de la population en quête d'information, surtout dans la crédibilité et dans la restitution de la bonne information. Cette visite à BF1 Ouest s'inscrit dans le cadre d'une série de visites du service d'information du gouvernement dans les différents médias de la commune de Bobo Dioulasso. On termine ce 13h avec une note de sport. Si le football burkinabé a connu de grands buteurs comme Joseph Kaboré dit Sap Olympique, Jules Kadeba, Kassoum Ouedraogo dit Zico ou encore Moumouni Dagano, pour ne citer que cela, il faut reconnaître que mettre le ballon au fond des filets est de plus en plus gageur. Aujourd'hui, une carence dont les causes seraient multiples. C'est le sujet du jour abordé par Madi Zongo et Archimède Boy.
Les rats de gradin du football burkinabé sont régulièrement frustrés par la maladresse des attaquants dans la finition des actions offensives. Même face à un camp vide, la balle passe souvent à côté du cadre, mais n'est pas buteur qui veut. Chaque match, nous on a des occasions, on n'arrive pas à marquer. On a des occasions, on n'arrive pas à marquer. Nous avons des situations pour marquer, on n'arrive pas à marquer. On est buteur. Un coach ne peut jamais apprendre à un joueur de marquer les buts. Tu as ce sens de but et puis maintenant le coach peut t'améliorer dans ce sens. Voilà, je pense qu'on va seulement continuer à travailler en bas avec les plus jeunes et puis espérons qu'on aura des très très bons attaquants. Même si le talent est inné, le buteur est tributaire du travail de ses coéquipiers. Pour terminer plus facilement les actions, il a besoin d'un bon passeur, une race de joueurs de plus en plus rare dans le football burkinabé. On a un problème de meneur de jeu actuellement, on en cherche, parce que la dernière passe, c'est ceux qui sont ici devant, mais notre meneur n'arrive pas toujours à faire la dernière passe. Je pense que ça nous handicape un peu. Il y avait aussi des très bons passeurs avant. Ça, c'est très très important. Voilà, des très bons passeurs. Il y avait beaucoup de complicité entre l'attaque et la défense. Et je dirais que présentement, notre football, il manque un bon passeur. On prend les étalons, un bon milieu passeur. On est obligé de tout mettre sur Bertrand. Lui, il est bon passeur, mais ce n'est pas un milieu. Si on avait un autre milieu qui peut faire la différence, qui a vraiment l'œil pour faire les bonnes passes comme il faut, je pense qu'on aurait pu marquer beaucoup de buts. Mais l'autre écueil est le manque de travail personnel qui permet de bonifier le talent du footballeur. Avant, je dirais que les attaquants travaillaient beaucoup en individuel eux-mêmes. Voilà, on partait dans les cours d'école avec un gardien. Mohamed peut témoigner, Kwassa, Sabra peut témoigner. On amenait un ballon et puis on tirait. Si ça rentre, le gardien il court, il va récupérer dehors. Si je mets dehors, je vais récupérer. On travaille sur toutes les angles. Mais maintenant, j'ai l'impression que les enfants se focalisent seulement sur l'entraînement collectif. Voilà. Alors qu'un joueur, pour faire la différence, il faut aussi travailler beaucoup individuellement. Selon la loi 10 des lois du jeu en matière de football, un but est marqué quand le ballon a entièrement franchi la ligne de but, entre les montants de but et sous la barre transversale, sous réserve qu'aucune infraction aux lois du jeu n'ait été préalablement commise par l'équipe en faveur de laquelle le but a été marqué. Voilà, madame, monsieur, vous faites toujours bien de nous suivre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour notre session d'information. Restez avec nous. Un programme se poursuit sur BF1. Je vous salue et très bel après-midi.